Bonjour à tous et bienvenue. Katia Bradke, je fais partie de l'équipe de coach agile de SmartView. Merci Katia. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, ok. Ben, on va pouvoir commencer. Alors, déjà, quel est en termes de timing, on a 1 heure en tout et pour tout, donc présentation, questions-réponses. N'hésitez pas à utiliser le module question qui est avec l'outil GoToWebinar et on essaiera de répondre au maximum de questions, bien entendu, selon le temps imparti. En termes de contenu, d'ordre du jour de ce webinaire, on va d'abord poser les choses, c'est-à-dire le contexte. Pourquoi on vous parle de product manager, etc. Quel est le besoin ou quels sont les constats qu'on voit sur le terrain? On va vous parler de ce profil un peu particulier de product manager qu'on commence à voir de plus en plus chez les éditeurs, chez les clients finaux, etc. Et puis, on va vous présenter le cursus, le parcours de formation, comment c'est organisé, structuré, en termes d'agenda également. Et surtout, il y a une dernière partie qui est intéressante, c'est toute la partie financement, parce que bien entendu, c'est un cursus finançable. Et puis, on laissera du temps pour les questions-réponses, bien entendu. Alors, le contexte. Pour info, chez SmartView, on est des agilistes. Hein. Katia s'est présentée, je me suis présenté. On a d'autres collègues aussi qui sont coachs et formateurs agiles. Et donc, on ne fait pas que de la formation. On a de la formation, mais on est le plus clair de notre temps chez les clients à les accompagner pour les aider à passer à plus d'agilité. Les constats qu'on voit le plus souvent sont les suivants. C'est une organisation qui a une ou plusieurs équipes agiles, ou pas d'ailleurs, hein, qui souhaitent passer vers l'agilité. Et les constats qu'on voit au départ sont une vision stratégique, comment dire, ou faible ou complètement absente dans l'entreprise. Ce que j'appelle vision stratégique, c'est-à-dire savoir grosso modo ce qu'on souhaite faire dans un court terme, dans un moyen terme et dans un long terme, bien entendu. À partir du moment où on commence à parler de moyen terme et long terme, bien entendu, ça peut bouger. C'est-à-dire, on a une vision sur ce qui va venir, mais bien entendu, on va pouvoir s'adapter en fonction des contraintes, des urgences ou de changements de priorité. Quand cette vision stratégique n'est pas présente dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on voit au fait? On ne sait pas sur quoi on travaille à un instant T. En fait, chaque équipe sait peut-être sur quoi elle travaille, mais on manque de vision globale. On a une gestion des priorités qui est relativement hasardeuse. Là, ce que je vais vous dire certainement parlera à certains d'entre vous. Un empilement des priorités ou des urgences qui viennent un instant et puis sont chassées par d'autres. C'est à celui qui crie le plus fort, c'est-à-dire celui qui va venir taper du poing sur la table, va être écouté, on va mettre sa priorité en chantier en premier. Et même de temps en temps, on constate qu'il y a une recrudescence des urgences dans le sens où, on le sait, il y a un article d'ailleurs qui a été posté par Katia sur le blog SmartView, il y a le lien à la fin de la présentation, on vous le fournira, qui parle de cette notion d'urgence qui s'empile alors qu'au départ, il n'y a pas réellement un contexte d'urgence. En fait, tout simplement, une urgence, le plus souvent, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu voir ni anticiper. Dans ce cas-là, ce qu'on constate aussi, c'est un manque de focus des équipes. Qu'est-ce qu'on appelle un focus dans un cadre agile? C'est tout simplement, j'ai des sujets à traiter, je les priorise et je mets le focus sur un sujet pour le livrer le plus tôt possible. Malheureusement, ce qu'on constate dans ces cas-là, c'est que les équipes sont dispersées sur énormément de sujets. Je vais utiliser une métaphore peut-être hasardeuse et en plus le temps chez nous à Montpellier aujourd'hui n'est pas favorable. Imaginons que vous avez un robinet qui remplit une piscine et il peut la remplir en fonction de son débit en une journée. Le même robinet, vous le mettez sur 4 piscines, aucune des piscines ne sera remplie le jour même. C'est-à-dire il faudra attendre 4 jours pour que ça soit plein. C'est ça, au fait, le focus. Le focus, c'est on priorise pour pouvoir se baigner aujourd'hui, pas attendre 4 jours. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça va entraîner ce contexte-là? J'en ai parlé, un empilement des urgences. Ça s'accélère, c'est de façon exponentielle et ça génère des tensions. Ça génère des tensions au sein de l'organisation, au sein des équipes, si on est en mode client-fournisseur, entre le client et le fournisseur, et
l'ambiance de travail ou de production devient relativement pénible. Les équipes se retrouvent sous pression, et qui dit pression dit baisse de qualité. On veut livrer coûte que coûte. On va commencer à rogner sur un certain nombre de principes liés à la qualité, de tests, tests bien finis, tests automatisés, etc., etc. Et tout ça va engendrer des retards de livraison. Et encore une fois, tout ça s'aggrave de plus en plus. Et in fine, on se retrouve avec une organisation où le client final, l'utilisateur final n'est pas satisfait. Et malheureusement, ça ne fait qu'empirer parce qu'on se retrouve dans un cercle vicieux. Plus ça crie côté utilisateur, plus on va être sous tension, plus on va envoyer des urgences de nouveau. Et ce cercle vicieux, on n'arrivera pas à le casser si on n'arrive pas à assainir les choses. Et rappelez-vous, hein, quand même, tout ça est lié au départ. Bon, bien sûr, il y a plein d'ingrédients, mais l'ingrédient principal, c'est un manque de vision qui nous permet d'anticiper ce qui va venir dans un moyen et un long terme. Dans ce cas-là, bien sûr, on tape sur les équipes, parce que c'est l'équipe qui produit, tout simplement, et c'est elle qui est en bout de chaîne. Ben, je peux vous garantir que si on est dans ce contexte-là, on peut avoir des cadors, on peut avoir des équipes hyper performantes, mais elles n'arriveront pas à résoudre le problème parce que ces équipes-là vont passer le plus clair de leur temps à corriger ce qu'on appelle de la valeur, c'est-à-dire à corriger des bugs, des incidents, etc., dû à cette baisse de qualité, plutôt à créer de la valeur. Grosso modo, une bonne équipe, une bonne organisation doit passer à peu près 70-80% de l'effort de son équipe à créer de la valeur, de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux produits, et le reste va être consacré, bien entendu, à de la maintenance, du maintien en condition opérationnelle de l'existant. Ce qui m'amène à vous parler de ce profil Product Manager. Certains d'entre vous connaissent déjà le profil Product Owner. Le Product Manager, on n'a qu'à voir ça aujourd'hui comme une espèce de super Product Owner, c'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir fédérer toute la vision produit. Alors, produit, ça peut être pour un seul produit ou même multi-produits, c'est les produits sans codex ou interdépendants. En gros, ce product manager va fédérer plusieurs équipes qui vont travailler sur des portions du produit, des sous-produits ou des produits qui sont interdépendants. Son rôle, c'est quoi? Le rôle, alors, je vais d'abord décrire brièvement le rôle du product owner. Le product owner travaille sur un bout de produit ou un produit unitaire avec une équipe. Et son objectif, c'est d'optimiser la valeur produite par l'équipe. Donc, il va travailler sur les backlogs, les user stories, les validations, etc., pour livrer un produit ou une version d'un produit. Mais imaginons, on est dans une structure où on a beaucoup de produits, par exemple un éditeur, par exemple un client final qui a un portefeuille de produits relativement étoffé. On aura en ligne plusieurs équipes agiles qui vont travailler. Chacune a un product owner, mais il va nous manquer un lion. Ce lion, c'est comment fédérer l'ensemble des équipes, comment les synchroniser, comment savoir ce que chaque équipe fait. Est-ce qu'une équipe A peut livrer des choses à une équipe B pour qu'on ne réinvente pas la roue systématiquement? Ben, c'est là où la notion de product manager est importante. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va travailler sur un niveau un petit peu plus macro. Il ne va pas se noyer dans les détails des user stories, des règles de gestion, etc. Non, il va plutôt avoir une cartographie du produit ou un story map stratégique du produit ou des produits. Il va savoir, sur quoi les équipes travaillent, puisque c'est lui qui va prioriser des sous-ensembles de ces produits-là pour les donner sous la responsabilité d'une ou plusieurs équipes. Son rôle aussi, c'est d'arbitrer, parce qu'il va certainement y avoir des petits conflits. Alors, je ne parle pas de conflits ou tensions, c'est des conflits de priorisation, des conflits d'une livraison d'une équipe A par rapport à une équipe B, etc. Ben, c'est lui qui va arbitrer, trancher dans ces conflits-là si les équipes n'arrivent pas à s'entendre, bien entendu. Donc, en quelques mots, son rôle, c'est définir la vision globale et bien sûr la diffuser au sein des product owners et des équipes qui travaillent avec lui, d'identifier les sujets prioritaires. Rappelez-vous le focus, hein, on ne doit pas travailler tout azimut sur tout ce qui se passe dans une entreprise, on doit travailler sur ce qui est prioritaire dans un premier temps et va faciliter la synchronisation des équipes
et ainsi piloter et livrer les produits qu'il a dans sa roadmap et son portefeuille. Maintenant qu'on a vu ce profil Product Manager, j'ai dit tout à l'heure en fait que c'est un profil qu'on voit de plus en plus. Alors juste il y a quelques années, on l'avait pas. On avait de temps en temps quelques product owners qui prenaient un petit peu de galon avec beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience et qui faisaient office de product manager sans que ça soit officiel. Aujourd'hui, on a de plus en plus cette demande-là, c'est-à-dire un product manager qui va gérer effectivement tout un portefeuille applicatif dans une entreprise ou chez un éditeur. Et c'est pour cette raison, et voyons-nous, coach agile, sur le terrain, cette carence depuis quelques années, même si ça commence à bouger un petit peu, on a en partenariat avec Montpellier Business School travaillé sur ce cursus qui est un cursus certifiant. Pardon, je suis passé un petit peu trop vite. Qui est un cursus certifiant, d'ailleurs. Excusez-moi, j'ai quelque chose qui a disparu, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est plutôt ici. Excusez-moi. Voilà. Donc, on a travaillé avec toute l'équipe SmartView et MBS sur ce cursus, tout simplement pour un product manager. On a identifié un certain nombre de, secteurs de compétences ou blocs de compétences. On a identifié tout ce qui est travail collaboratif, vision stratégique, culture produit et culture projet, expérience utilisateur. Je rentre pas trop dans le détail, mais au fait, tous ces éléments-là, on les a intégrés dans notre cursus. Je vous parlerai un petit peu plus en détail après du cursus, comment il est structuré, comment il est cadencé en termes de planification. Pour que ce cursus ne soit pas trop, trop rigide, on a intégré beaucoup d'éléments qui permettent de favoriser la collaboration, que ce soit la collaboration en présentiel, en synchrone, en asynchrone, en distanciel. On va travailler avec un certain nombre d'outils que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. Mural pour tout ce qui est collaboration, management visuel, travail d'un groupe ou d'une équipe. On va utiliser des outils comme Stories on Board. Je vous montrerai juste brièvement ce que ça donne. C'est pour du story mapping stratégique notamment. On a également des quiz qui permettent de valider les acquis ou au passage d'un chapitre à un autre, de pouvoir voir si les notions vues ont été acquises par tout le monde. Et puis, il y aura d'autres outils, notamment du Trello, des démos Jira, des démos de plein d'outils du marché qui permettent de collaborer en mode équipe agile ou en mode multi-équipe agile sur des produits d'envergure. En termes de planification de cursus, alors déjà, c'est un cursus, on va dire, mi-long, c'est pas une formation de 2 jours, c'est pas non plus une formation de 40 jours. C'est un parcours de 10 jours de formation. Alors, quand je dis 10 jours, il y a beaucoup de choses dedans. Déjà, ce sont 3 modules. C'est comme s'il y avait 3 modules de formation. Les 2 premiers modules sont de 3 jours. Le dernier module de 4 jours, je vais rentrer dans le détail. Les 2 premiers modules de 3 jours, les 3 jours sont à la fois, notamment pour le premier module, du présentiel, du distanciel, des réunions de débrief avec le coach formateur, des exercices, des ateliers. On a construit aussi un fil rouge, c'est-à-dire une espèce de, voyez ça comme une espèce de sujet que vous allez traiter de bout en bout. Il va traverser plusieurs modules et ça va permettre de passer palier par palier, produire des choses, des story mapping, des estimations, des planifications, etc., etc. L'idée pour nous, c'était de vous permettre, en sortant de ce parcours, d'avoir une espèce de boîte à outils. Alors, quand je dis outils, c'est pas vraiment outil, c'est une boîte à outils dans le sens bonne pratique, façon de faire, technique par exemple d'estimation, de priorisation, de planification, et tout ça lié à un certain nombre d'outils du marché. Comme ça, vous allez vous entraîner, voir comment ça marche et pouvoir l'appliquer
dans votre quotidien plus tard. Le dernier module, donc j'ai dit en 4 jours. Ce dernier module, il est pareil que les autres, grosso modo. C'est juste qu'on a prévu un peu plus de temps parce qu'il faut finaliser le fil rouge, finaliser le dossier qui va servir à la soutenance parce qu'il y a une soutenance à l'arrivée. Et tout ça donne à la clé une certification Product Manager. Si je rentrais encore un petit peu plus dans les détails, chaque module, donc les fameux 3 jours ou les 4 jours pour le dernier module, sont sur l'espace-temps d'1 mois. Ça permet notamment à quelqu'un qui a peu de disponibilité, effectivement, de pouvoir aménager son temps pour pouvoir participer et suivre ce parcours-là. Je l'ai mis en bas, je ne sais pas si tout le monde le voit, la prochaine promotion, le démarrage de la prochaine promotion est programmé pour le 7 avril de cette année. Bien sûr, il y en aura d'autres dans le futur, mais là, la prochaine, c'est le 7 avril. Je raisonne en promotion parce que quand on suit le parcours, il faut bien sûr s'inscrire et le suivre de bout en bout. On ne peut pas arriver au milieu ou planifier ça à la demande. C'est vraiment des promotions. Et les promotions, on a visé des groupes en minimum 6 personnes, maximum 12. Pourquoi minimum 6? Tout simplement, c'est pour qu'il y ait de la collaboration. On parle de travail d'équipe, etc. Donc, il faut qu'on ait le minimum pour avoir à minima 2 groupes de 3 personnes, par exemple, pour travailler notamment sur les exercices, les ateliers et les fils rouges. Pas plus de 12 parce qu'on estime qu'au-delà, on perd beaucoup en qualité de formation, de qualité d'écoute, de réponse aux questions, de suivi. J'ai parlé tout à l'heure de fil rouge, etc., et de contenu de formation. En fait, les personnes qui vont s'inscrire à cette promotion-là, à ce parcours, vont réaliser un certain nombre de choses au fil de l'eau. C'est pas juste du cours magistral. J'ai parlé d'atelier. Il va y avoir un atelier story mapping, des synchronisations d'équipes, etc. On parlera des démarches pour gérer tout ça, pour conduire la roadmap, que ce soit par exemple du Scrum, du Kanban ou des démarches de scalabilité type Safe, etc. Et justement, je vais basculer pour vous montrer un petit peu ce qui a été préparé. Bon, un story map, c'est ceci. Le story map que je suis en train de vous montrer, c'est tout simplement le story map du parcours RNCP. Le story map peut marcher dans différents domaines, pas que dans l'IT. Là, typiquement, c'est tout ce qu'on va voir dans le parcours RNCP. Donc, vous voyez les 3 modules et chaque module est découpé effectivement en sous-sections. Et bien entendu, on a du contenu, on a des exercices, de l'atelier, du quiz, du fil rouge, etc., etc. J'ai parlé de Mural tout à l'heure. Mural, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, c'est juste un outil qui permet de collaborer. C'est-à-dire ce qu'on fait en présentiel devant un tableau blanc ou autour d'une table, là, ça nous permet de le faire. On peut faire effectivement du story mapping, de la priorisation, de la délégation. Enfin, j'ouvre n'importe quoi. C'est juste pour vous montrer brièvement ce que ça permet de faire. C'est un espace collaboratif où les gens se connectent. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure d'équipe. Une équipe va se connecter pour pouvoir travailler sur un sujet donné. Ça peut être de la planif, de la création d'user story, de la création de story map, une rétrospective, par exemple, etc. Et j'ai parlé également de Kahoot pour la partie quiz. Typiquement, on va retrouver ici les quiz qui correspondent aux 3 modules. Et si je clique, je ne sais pas, par exemple, sur le module 2, on va avoir une série de quiz qu'on déroule dans ce module pour vérifier les acquis et la compréhension des sujets qui ont été vus précédemment. Alors, du coup, je reviens, hop. Voilà, et je finis juste par donner la main à Annabelle pour la partie financement, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce parcours de formation donne lieu à des différents financements, et je laisse Annabelle nous expliquer tout ça. Merci Yacine. Alors on prendra effectivement vos questions à la suite de mon intervention. Je voulais
juste rappeler qu'à MBS, donc à Montpellier Business School, on a été particulièrement séduit par l'approche en fait de SmartView. Donc vous avez compris, ce sont eux les experts pédagogiques sur le sujet. Et nous, on a co-construit avec eux ce parcours et on est venu en support afin de pouvoir proposer une formation certifiante qui a été construite autour de compétences qui ont été identifiées, qui sont des compétences à acquérir afin de pouvoir tenir un poste de PM, de product manager, ou tout du moins des missions avec cette possibilité d'évoluer vers un poste complet. Alors, ce qui nous a séduit, c'était aussi cette démarche d'écouter le marché, d'écouter le besoin, d'écouter leurs clients et leurs partenaires qui ont effectivement émis ce souhait et qui s'est fait de plus en plus présent d'avoir une formation sur ce nouveau métier, en tout cas ces nouvelles missions. Donc c'est pour cela qu'on a mis à disposition, on a co-construit avec nos blocs de compétences. Alors je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas utile. Là, l'idée c'est vraiment de vous présenter la proposition, le parcours qu'on vous a concocté afin de monter en compétence sur ces sujets-là. Mais je vous en dis quand même quelques mots parce que c'est ce qui vous permet aussi de pouvoir, à l'issue de la formation, si vous réussissez l'évaluation, donc cette fameuse évaluation fil rouge qui donne lieu à une soutenance, vous pouvez valider des blocs de compétences, ce qui vous permet en fait d'avoir un certificat du parcours Product Manager. Donc c'est une formation qui est certifiante, qui va être reconnue, qui vous permet aussi de valider des blocs. Donc les blocs aussi vous appartiennent, ça vous permet éventuellement après de valider un diplôme plus complet. Mais là, l'objectif aussi, à travers cette certification, c'est la reconnaissance d'un certain niveau de formation, la reconnaissance de l'acquisition de compétences propres à ce métier, à ces missions, et aussi en parallèle, parce que c'est un enjeu fort dans la formation professionnelle, il y a des financements qui sont disponibles, des fonds mutualisés pour lesquels vous cotisez individuellement, pour lesquels les entreprises, les organisations cotisent, qui sont après mobilisables dès lors qu'on veut suivre une formation qui est reconnue et donc une formation certifiée par des organismes détenteurs de la certification Calliope répondent à ces critères-là. Donc, vous connaissez sans doute, parce qu'on en parle beaucoup depuis ces derniers mois, votre compte personnel de formation, le CPF. Donc cette formation est finançable via ce levier-là, ce fonds-là, le CPF. Vous pouvez vous connecter sur mon compte formation, je vous donnerai le lien de la formation directement pour mobiliser vos fonds CPF. Si vous êtes en entreprise, vous pouvez aussi demander un abondement de votre entreprise sur votre CPF. Vous pouvez demander à faire un dossier FNE formation. Donc, on n'a pas parlé d'ailleurs du tarif total de la formation. Elle est proposée à 3 800 € TTC. Enfin, on parle en aide de taxe, il y a pas de TVA sur cette formation-là. Donc vous pouvez soit le prendre en charge à titre individuel avec votre CPF, avec le Pôle emploi si vous êtes dans cette situation-là. Vous pouvez aussi, comme toute formation continue, si vous êtes en frais personnels, le déduire de votre déclaration d'impôt dans la partie frais réels. Et si vous êtes en entreprise, vous pouvez demander à votre entreprise, soit parce que vous souhaitez utiliser votre CPF, d'abonder sur votre CPF parce que votre CPF sera pas complet, ou alors parce que vous ne souhaitez ne pas l'utiliser en entier et c'est un projet global avec votre entreprise. Donc vous pouvez avoir cette discussion de cofinancement. Vous pouvez demander à l'entreprise, comme je vous le disais, qu'elle soumette un dossier FNE formation ou qu'elle soumette un dossier à son OPCO, etc. Donc tous les fonds mutualisés de la formation professionnelle. Il peut même y avoir, selon vos situations personnelles, des fonds régionaux, des fonds européens. Tous ces fonds-là sont mobilisables pour financer cette formation dans son intégralité. Après, chaque réponse à chaque dossier est individuelle, mais on peut tout à fait compter sur une prise en charge totale de la formation. Voilà sur ce sujet. Après, vous pouvez bien entendu nous poser des questions qu'on va nous relayer, que ce soit sur le financement ou sur le contenu de la formation.
Merci Annabelle. Juste, je finis de dérouler pour. Il y a plus. On est quasiment à la fin, donc on pourra effectivement répondre à vos questions. Juste, je donne des informations complémentaires. Donc, j'ai parlé. Annabelle vient de vous parler de prix. Etc., d'informations complémentaires. Sur le dernier slide de la présentation, on a le lien vers Montpellier Business School qui vous amène vers l'affiche de la formation. Vous avez franchement beaucoup d'éléments. Donc, n'hésitez pas à consulter. Et c'est justement par le biais de cette même fiche, vous pouvez accéder au CPF notamment. Je vous ai également mis un petit lien qui peut être intéressant parce qu'on parle beaucoup d'urgence, notamment dans le début de ma présentation. Et j'avais parlé d'un article que Katia a publié sur notre blog qui parle de ça. Donc, n'hésitez pas à le consulter aussi. Ça vous donnera un aperçu de ce qu'on entend par urgence, par empilement des urgences et par tension au sein d'équipe. Voilà donc pour nous. Donc voilà, on est à votre écoute. Donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question, quel que soit le sujet qu'on aura parcouru d'ailleurs ou pas. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Alors, Yacine, comme j'ai coupé les micros, c'est soit je te lis les questions qui ont été posées pendant que vous présentiez, oui. Soit je réactive les micros et ma foi, chacun est libre du coup de poser sa question à l'oral. Donc c'est comme tu préfères. Peut-être on peut commencer par dépiler le stock de questions. Oui, on peut commencer par ça, si tu veux bien, JC. Et puis, s'il y a d'autres questions qui arrivent, on prendra au fur et à mesure. Alors, j'ai un premier regroupement de questions autour du niveau prérequis nécessaire pour se lancer dans la formation. Est-ce qu'il y a un niveau minimum? Est-ce qu'il y a des connaissances à avoir sur les concepts agiles de base? Et si oui, est-ce que vous faites comment vous déterminez si on a ce niveau minimum pour participer ou pas? Alors, il faut un doctorat de physique nucléaire, sinon on passe pas. Non, je plaisante. Alors, honnêtement, ce qu'on a essayé de faire, et ça a fait partie des premières discussions qu'on a eues avec Montpellier Business School, c'était de permettre l'accès au plus grand nombre. Donc, de ce fait, on a fait quoi? Au fait, même si la personne ou le stagiaire ne connaît rien à l'agilité, la personne est la bienvenue. Alors, il faut quand même un minimum de connaissances. On parle de gestion de projet, donc il faut un background gestion de projet. Je sais ce que c'est qu'un projet, une livraison, etc., etc., etc. Et mis à part ça, c'est accessible. Maintenant, ça pourrait poser des soucis à des personnes qui ont déjà un petit vernis agile plus ou moins prononcé. Mais là non plus, c'est pas un problème parce que honnêtement, le parcours permet d'aligner tout le monde. C'est-à-dire, si j'ai quelques connaissances, déjà je vais les compléter. Déjà, je vais peut-être sortir des petites mauvaises habitudes parce qu'il y en a plein qui, par exemple, vont apprendre l'agile sur le terrain. Ça n'a rien de péjoratif, mais il leur manque effectivement quelques petites précisions, quelques bonnes pratiques, quelques façons de faire. Là, l'idée, c'est vraiment d'aligner tout le monde pour, atteindre un bon niveau de maturité sur l'agile. Ce qui est aussi intéressant, c'est que on ne considère pas les stagiaires chacun à part. J'ai dit tout à l'heure qu'on va constituer des groupes de travail. Et là, c'est intéressant parce qu'on partage. Certainement, j'aurai une personne qui a un niveau, une autre personne qui a un autre niveau, et des fois, ça se complète. Donc là, c'est intéressant aussi en termes d'échange et de partage. Alors, ok, merci pour cette première réponse. J'ai ensuite un ensemble de questions autour de est-ce qu'on peut quand même réaliser complètement à distance, en présentiel, ou est-ce que ça a lieu? Voilà. Ok. Alors, rappelez-vous, le parcours, c'est 3 modules de 3 jours. On commence parce qu'on estime que ça va être plus efficace. On commence par 2 jours de présentiel. L'idée, c'est de poser les choses. Dans ces 2 jours, on va bien sûr voir du contenu, on va parler d'éléments fondamentaux de l'agilité, etc., etc. Mais l'idée, c'est aussi que tout le monde s'imprègne de la façon dont va se dérouler le cursus.
c'est-à-dire les outils qu'on va utiliser, les éléments de partage, on forme les groupes, on commence à se connaître, travailler ensemble. Après ces 2 jours de présentiel, tout le reste va se faire à distance. Alors, à distance synchrone ou asynchrone, je m'explique. Typiquement, là, j'ai parlé des 2 premiers jours. Rappelez-vous, le premier module, c'est sur 3 jours. Donc, la dernière journée, ça va être des travaux qu'on fait de son côté. Quand je dis de son côté, c'est le petit groupe qu'on va former pour travailler sur un sujet ou sur le fil rouge. Mais tout ça va être jalonné par des points de débrief ou de synchronisation avec le coach. Et là, c'est le coach formateur. Et cette fois-ci, on est en mode visio, type ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ou du Teams, ou peu importe l'outil. L'idée, c'est de garder le contact avec le groupe, garder le contact avec le formateur, effectivement, et faire tout le parcours, on va dire, de manière un petit peu accompagnée. Et c'est valable pour les autres modules également, sauf que les autres modules sont complètement à distance. Il n'y a plus de présentiel. On fait du cours magistral à distance, en visio, des exercices, des ateliers, et de nouveau, c'est jalonné par du travail personnel en offline, et de nouveau avec un peu de synchronisation, ainsi de suite. Et on arrive au dernier module qui est fait à peu près de la même manière, sauf la partie soutenance. Là, on va vous suivre un peu plus, de façon plus accentuée sur les dernières demi-journées de travail pour que vous puissiez préparer votre dossier et venir le soutenir. Enfin, venir le soutenir, la soutenance, on la prévoit également à distance, c'est-à-dire vous allez préparer un sujet, vous allez venir le présenter. Ce qu'on cherche à la fois, c'est le contenu que vous allez préparer, mais aussi votre façon de diffuser cette information. Parce que n'oublions pas qu'un product manager, c'est un communicant, donc il doit savoir présenter un produit, etc., etc. Ben, pour vous, le produit, ça sera comment dire, le sujet que vous allez sélectionner dans le cadre de ce parcours product manager. Alors, ensuite, je continue. On a un ensemble de questions autour du calendrier. Est-ce que le calendrier de la première... aide-moi Yacine. Promotion. Première promotion, merci. Est-ce que le calendrier de la première promotion est fixé? Est-ce qu'il est encore temps de s'inscrire? Alors, je vais répondre et je vais laisser Annabelle certainement apporter un complément là-dessus. La première promotion donc démarre le 7 avril. On a encore le temps de s'inscrire. Maintenant, je laisse des détails plus fins que je ne maîtrise pas complètement à Annabelle. Effectivement, la première session est prévue du 7 avril au 5 juillet. Donc, il est encore temps de s'inscrire puisqu'elle démarre dans un mois. Toutefois, ayez en tête que dès lors qu'on fait des dossiers de financement, il faut quand même anticiper d'une bonne dizaine de jours la clôture du dossier. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir mobiliser les fonds de financement dont on a parlé, on est encore tout à fait dans les temps. Mais il faut se positionner assez rapidement et valider un dossier autour du 18 ou 20 mars. Donc ça, c'est pour les personnes qui souhaitent mobiliser des fonds et notamment le CPF où il y a des délais à respecter. Sur les OPCO, ça peut être un petit peu plus court en termes de délai. Mais voilà, ayez en tête que si vous avez été intéressé par cette présentation et que vous êtes déjà plutôt décidé à suivre cette formation ou en tout cas à soumettre votre dossier pour cette formation, il faut faire dans le même temps un dossier pour la prise en charge, pour le financement et un dossier d'inscription. Donc après, c'est à vous la décision finale vous revient, mais c'est intéressant de lancer les process assez rapidement dans la semaine. On sera bien entendu à votre disposition. Et du coup, dans la même veine, j'ai la question, quand est-ce que sera la seconde promotion? Alors, l'idée de départ, c'était de faire à minima 3 promotions par an. Donc, grosso modo, vous l'avez vu, le timing, c'est 3 mois et demi. Donc, certainement, la deuxième promotion sera, je dirais, démarrera en septembre. Alors, pas tout début septembre, parce que là aussi, il y a les vacances, etc. Mais certainement, ça sera vers ces eaux-là, mais on ne l'a pas encore planifié. Et bien entendu, ce sera courant septembre. Voilà. Il y en aura une autre de nouveau en janvier, ainsi de suite.
Là, je vous parle de 3 promotions, hein, mais bien entendu, hein, si on est comme l'Apple Store le jour de la mise en vente d'un nouvel iPhone, on doublera effectivement les promotions. Je ne dis pas on double les promotions, on passe à 24. Non, non, c'est pas ça. Une promotion ne dépassera pas 12 personnes. Mais on peut en parallèle mettre en ligne 2 promotions si nécessaire. Notre objectif, c'est garder des groupes à taille humaine pour que, on sait que le contenu est riche. Il y a de l'accompagnement, hein. On est à la fois sur de la formation, mais avec des petits bouts d'accompagnement des équipes, etc. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir de trop gros groupes. Ok, une autre question. Qu'est-ce que je peux en gros transmettre en termes de présentation d'argumentaire pour convaincre mes RH, mon entreprise de me laisser le temps de participer, de me laisser participer? Alors, bah déjà, nous, on va vous mettre à disposition la présentation qu'on a fait aujourd'hui. Ça va demander un petit peu de temps, mais on va vous mettre à disposition la vidéo de ce webinaire. D'accord? Il y a plein d'informations sur le site MBS. Je vous ai mis le lien tout à l'heure. Donc, vous avez énormément d'éléments pour, je dirais, au moins présenter, sinon convaincre votre management. Maintenant, il y a tout un travail comment dire, d'explication du besoin. C'est ce que j'ai dit au tout début, c'est-à-dire de la présentation, c'est-à-dire si vous vous retrouvez dans l'un des premiers slides que j'ai présenté, là où je parlais de manque de vision, de manque de focus, de priorisation, etc., ben, ça peut vous donner un peu plus de poids pour aller convaincre votre management ou votre organisation ou votre client final, peu importe comment vous êtes organisé. D'accord? C'est pour ça que j'ai commencé par ça. C'est pas un profil qu'on a sorti du chapeau. Non, et honnêtement des choses qu'on constate tous les jours dans les organisations qu'on accompagne. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a monté ce cursus. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes parfait, vous livrez en temps et en heure, votre travail est de qualité, les plannings sont tenus, je ne peux pas vous aider. SmartView, ni SmartView ni MBS ne peuvent vous aider, donc normalement, vous n'avez aucun souci. Et puis pour compléter, c'est vrai que de manière, il y a une approche aussi pragmatique des entreprises sur toujours le fait d'envoyer des personnes en formation. Là, vous l'avez compris, on a différents temps de formation sur cette formation-là. Il y a effectivement des moments de classe virtuelle, donc des moments où il faut se connecter pour être en direct avec le formateur et l'ensemble du groupe. Mais après, vous avez aussi la main avec votre groupe pour vous organiser sur les temps qui vous correspondent le mieux. Et l'objectif aussi, c'est qu'on est quand même sur une formation très applicative, donc pour être aussi apporteuse de solutions très rapidement par rapport aux enjeux et attentes qui ont été identifiés en amont et que Yacine vient de lister à nouveau. Donc ça, ce sont des arguments aussi de poids. On parle pas d'une formation trop longue non plus, ni trop prenante, 10 jours sur 3 mois et demi, mais surtout l'objectif, c'est qu'elle soit de pouvoir très rapidement capitaliser sur les apports de la formation. Donc, ce qui est important aussi quand on voit en interne un projet de formation, donc à CRH, à son manager, c'est de mettre en avant le gain immédiat, parce que forcément, dans l'absolu, on se projette sur les améliorations qui vont arriver, les meilleurs fonctionnements, les bonnes pratiques et le bon outillage qu'on va avoir à terme. Mais il y a toujours ce temps de la formation et l'idée, c'est vraiment de montrer que pendant la formation, vous êtes aussi sur votre métier et vous êtes aussi sur les enjeux et les problématiques actuelles du métier. Écoutez, on a épuisé le stock de questions posées là. Je sais pas. Est-ce que vous voulez que j'ouvre les micros pour qu'il y ait une discussion plus libre qui s'engage? On peut. On peut. Allez, je vais donner le droit à tout le monde d'ouvrir son micro. Alors, une fois que j'ai donné le droit d'ouvrir les micros, il faut encore que vous-même vous activiez votre micro dans GoToWebinar avant de pouvoir parler. Hein. C'est un peu l'air. Voilà. Donc maintenant, voilà, vous Peut-être qu'on pouvez. peut. Alors, on va effectivement écouter s'il y a quelques questions.
Je vois qu'Elisabeth a réussi à ouvrir complètement son micro. Oui, c'est vrai. Donc Bonjour, c'est vous possible. m'entendez? Oui. Juste j'ai une question. Je voulais savoir si il y a moins de 10 inscrits. Là, vous disiez que c'était a priori des promos pour une douzaine de personnes. Est-ce que s'il y a moins d'inscrits, imaginons j'ai eu mon financement, il y a peut-être pas assez d'inscrits à la formation. Est-ce que vous reportez la formation ou est-ce qu'elle aura quand même lieu? Et si elle est reportée, quid du financement que j'aurai éventuellement acquis? C'est Alors, 6 à 12 participants. Donc Ah, c'est 6 à effectivement, 12, oui, d'accord. On est sur un minimum de 6 et il y aura une autre session prévue au mois de septembre comme on l'a évoqué. Donc il faudra réactualiser le dossier, mais on sera à vos côtés aussi pour le faire. Ok, merci. Et moi, j'ai une question en direct parce qu'on peut poser aussi des questions par écrit directement aux intervenants. Tu as beaucoup, Yacine, parlé du secteur de l'IT. Est-ce que, vu que toutes ces méthodes agiles, elles sont effectivement d'abord identifiées comme nécessaires sur ces métiers-là, mais est-ce que cette formation est réservée à un secteur d'activité en particulier, ou est-ce qu'on est plus sur des personnes qui vont tenir ces missions, qui vont avoir ces missions de façon plus ou moins bien identifiée, quel que soit le secteur d'activité, et finalement ce rôle de super PO qui existe mais qui n'est pas formalisé. Est-ce que ça peut aider justement ces personnes-là, même si elles sont pas dans l'IT, même si elles sont dans d'autres secteurs, mais avec la même démarche à la fois d'agilité et de devoir fédérer des équipes de chefs de produits ou même de chefs de projet? Tu as raison. En fait, au départ, l'agile est venu par le biais de l'IT, du software, hein, appelons un chat un chat. Donc, c'est vrai que pendant pas mal d'années, l'agilité globalement s'est installée dans le domaine de la production du software. Depuis pas mal d'années déjà, hein, c'est pas récent. Hein, depuis pas mal d'années, il y a eu beaucoup d'organisations qui ne faisaient pas du software, qui se sont un petit peu rapprochées de l'agile parce qu'ils y ont vu un moyen de structurer leurs besoins, de produire mieux, de livrer plus vite, etc., etc. Et donc, on voit, ce que je dis là, c'est encore une fois, ça date pas d'hier, hein, ça date de pas mal d'années. On a vu des entreprises s'approprier l'agilité dans des cadres qui n'ont strictement rien à voir avec le software. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est le monde du hardware, par exemple. Le hardware, c'est qu'on fabrique du satellite ou qu'on fabrique des robots dans le monde du médical. On a ces besoins-là, que ce soit des besoins agiles ou des besoins de product manager. Je peux citer un exemple que j'ai eu il y a quelques années, c'est chez Thales Alenia Space. C'est une boîte qui fabrique du satellite. Je vous laisse imaginer ce que c'est qu'un projet de fabrication de satellite. Donc, il y a énormément de choses. Il y a du software, du système, de la sécurité, du hardware. Il y a beaucoup de choses. Chez Thales Alenia Space, donc, il y a cette notion de product manager qui était présente depuis déjà pas mal de temps. Et justement, parce que vous imaginez bien qu'un satellite, c'est pas juste une personne qui travaille dessus ou une petite équipe qui travaille dessus. Et là, il y avait un besoin fondamental de fédérer l'ensemble du besoin pour sortir ces produits satellites. Plus globalement, aujourd'hui, on voit ces notions d'agile ou de product management dans d'autres secteurs. On a des demandes qui viennent de services qui gèrent de la documentation, par exemple. Il y a quelques temps, j'ai eu une demande de la part d'un service qui qui préparait des dossiers d'appel d'offres. Il voulait mettre de l'agilité au sein de ce service de réponse à appel d'offres. On a des demandes qui viennent du monde du commerce, du juridique. Donc aujourd'hui, même si le software reste majoritaire, il y a de l'agilité un peu partout. Et ce qu'on constate d'ailleurs, ça c'est intéressant, je parle d'une organisation, je n'ai pas parlé de l'équipe qui développe depuis le début, hein, je parle d'une organisation qui passe à l'agilité, c'est que bien entendu, ça concerne les équipes qui vont développer des produits software, mais assez rapidement, on voit que les services satellites, qui eux ne développent pas du tout, ne font pas de software, s'intéressent à l'agilité et même c'est fortement conseillé parce qu'on parle rarement
comment dire, d'agilité uniquement dans les équipes software, mais on dit on va aider une organisation à passer à l'agile. Tout service confondu, bien entendu. Pour abonder dans le sens de ce que dit Yacine, effectivement, on le voit de plus en plus, l'agilité qui étend son rayonnement au-delà de l'IT. Alors, typiquement, l'article où je parle du mode urgence, on le constate vraiment dans énormément de secteurs, parfois des services, des mondes, des univers très éloignés de tout ce qui est technologique. Ça peut être y compris la communication, des services à la santé, voilà, des choses qui sont assez loin de la production logicielle et même de tout ce qui est technologique. Dès lors que vous avez un produit à sortir, vous allez avoir ce type d'enjeux et de problématiques qui est susceptible de se poser. De ton côté, JC, d'autres questions? Non, bon il n'y a pas une nouvelle question écrite. Donc, Ok. On vous remercie toutes et tous de votre présence. Comme l'a rappelé Annabelle tout à l'heure, on est à votre disposition, donc certainement vous aurez d'autres questions ou peut-être en allant regarder un petit peu ce qu'on va vous mettre à disposition, d'autres questions vont émerger. Donc voilà, on est à votre disposition. N'hésitez pas, contactez-nous, quel que soit le sujet. On vous accompagnera au mieux dans cette démarche.